Bon, la dernière fois, je vous avais montré qu'il y avait trois manières de pouvoir injecter du CSS, donc ce qu'on appelle la partie HTML. Vous avez vu ce qu'on appelle le CSS à partir du début. CSS à partir du début. Le CSS interne. Et puis ce qu'on appelle du CSS externe. On avait dit qu'un CSS à partir du début, c'est l'utilisation de la balise dit style. Et en général, on utilise cette balise-là dans le i, en général. Même si certaines personnes souvent le mettent à l'extérieur. Mais on utilise la balise style et puis on écrit tout ce qui est syntaxe CSS dans cette balise-là. Et c'est ce qu'on appelle CSS à partir du début. Voilà, donc CSS à partir du début, c'est l'utilisation de la valise style. Maintenant, CSS interne, c'est l'utilisation d'un attribut du style. Comme exemple, on a une balise A par exemple, ou une balise P, et on peut utiliser une balise, donc un attribut qui s'appelle style. On peut ici donner un style tout simplement sur l'élément P. Ça, c'est ce qu'on appelle le CSS interne. Maintenant, le CSS externe, c'est la création d'une page CSS. On va créer un fichier, non-fichier.css. Et maintenant, ce fichier-là sera lié tout simplement à notre fichier HTML. Donc, on avait dit que ces trois manières-là, on peut les utiliser. Mais en général, cette manière, on va les deux mêmes. On va trop souvent les éviter. C'est-à-dire, en général, on va préférer utiliser ce qu'on appelle le CSS externe. C'est-à-dire, on va créer un fichier qui attend des instructions CSS et on va écrire tous ces CSS là-bas et puis on va avoir notre fichier HTML. Et comme ce sont deux fichiers à part, il faudrait qu'on fasse le lien entre les deux fichiers afin que ce qu'on définit là-bas dans le fichier CSS, ça puisse être répété. On avait donné un exemple. Par exemple, lorsqu'on veut faire du style, on utilise ce qu'on appelle des attributs qui nous permettent de pouvoir modifier le style. Et chaque attribut a son rôle. Si je veux modifier la couleur, je dois savoir quel attribut me permet de modifier la couleur. Modifier la couleur de texte, par exemple, ça peut être différent de modifier la couleur d'arrière-plan. On est d'accord? Donc, chaque attribut a son rôle. Il y aura aussi des attributs qui permettent de monter la taille, la largeur, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, notre objectif, c'est d'abord de comprendre comment, avant même de parler de ces choses-là, comment être en mesure de pouvoir sélectionner des informations qui se trouvent sur nos pages, puisqu'il y a plusieurs informations. Et les mises en forme ne sont pas forcément identiques. Donc, comment est-ce qu'on peut sélectionner des informations sur nos pages pour pouvoir apporter de mise en forme? Maintenant, ici, on avait vu qu'il y avait un attribut color qu'on avait utilisé, on avait donné une valeur. Et comme je dis que ça et ça, on ne va pas trop souvent l'utiliser. Donc, celui-là, on va éviter. On va éviter celui-là. Maintenant, que ce soit ici ou bien ici, on aura forcément besoin de utiliser ce qu'on appelle la notion de sélecteur. Et les sélecteurs, on avait dit quoi? On va mettre le sélecteur, la syntaxe, sélecteur, crochet, et puis on met propriété 1, 2 points, valeur 1, jusqu'à propriété, point virgule, propriété n, valeur n. Donc ça, c'est la syntaxe. Une fois que vous sélectionnez quelque chose, un objet, vous pouvez préciser maintenant quelle mise en forme vous voulez lui faire ou bien apporter. Par exemple, si je veux modifier la couleur, je mets l'attribut qui permet de modifier la couleur, je donne la valeur, c'est-à-dire quelle couleur je veux. Si je veux augmenter la taille, je peux préciser encore une autre propriété qui permet de pouvoir modifier la taille, je donne la valeur. Si je veux modifier la couleur d'arrière-plan, je peux donner une propriété qui permet de modifier la couleur et puis je donne une valeur. Si je veux modifier l'image d'arrière-plan, je donne la propriété, ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle la syntaxe générale. Maintenant, pour ceux qui ont fait des recherches, vous avez recherché, mais peut-être que vous n'avez pas trouvé un ensemble. Il y a beaucoup de sélecteurs qui existent. Donc, j'ai envoyé hier à Isaac un fichier où on a regroupé un ensemble de sélecteurs. Ce n'est pas tous les sélecteurs possibles, mais on a quand même un ensemble de sélecteurs que nous, on va dérouler aujourd'hui. Et dans ce fichier-là, c'est ce fichier, les sélecteurs.
Et on avait commencé par dire, pour la première fois qu'on avait vu cette partie-là, on avait vu qu'il y a ce qu'on appelle le sélecteur étoile. Le sélecteur étoile, on avait dit que ça permettait de faire quoi? Lorsqu'on dit étoile, en général, ça permet de faire quoi, selon vous? Si je mets étoile, ça veut dire... Non, après on va revenir sur les commentaires. Multiplication. Oui, mais bon, pas multiplication. Voilà, exactement. Lorsqu'on met un sélecteur, regardez bien, ça c'est la syntaxe. Hein. On est d'accord, ça veut dire que ce qui suit, ce qui précède d'abord ce crochet-là, c'est ce qu'on appelle le sélecteur. Donc si je mets étoile comme ça, le étoile c'est un sélecteur. On est bien d'accord, regardez bien la syntaxe. On dit sélecteur, crochet, et puis les choses à l'intérieur. Donc ce qui vient avant le crochet, là, c'est ce qu'on appelle un sélecteur. Et ces sélecteurs-là, on appelle ça sélecteur tout ou bien sélecteur all. C'est-à-dire toutes les informations confondues, quelle que soit la chose qui se trouve sur notre page. C'est-à-dire que si on définit par exemple une mise en forme, ici, on va par exemple dire color. Color, ça permet de pouvoir modifier la couleur, mais la couleur d'une information. Si c'est un texte, on est bien d'accord, il doit modifier la couleur. Donc par exemple, si je donne color, et en général, les valeurs, il faut les donner en anglais. Si je mets par exemple blue, ça veut dire bleu en anglais. On est bien d'accord? Ça veut dire que toutes les informations sur mes pages vont être de couleur bleue. C'est bon? Ça, c'est un exemple. Et puis maintenant, je vais mettre directement la pratique et puis on va essayer de comprendre et voir en réalité qu'est-ce que ça donne. Alors, regardez bien. On va commencer d'abord par le CSS interne. Non, le CSS à partir du début. Je crée d'abord un fichier à part. Un nouveau fichier, bien évidemment. Je vais créer un nouveau fichier. Oui. On dirait qu'il y a quelqu'un là. Oui, vas-y. Intro de Madame. Bonjour. Ça va? La dernière fois, j'avais demandé de faire des recherches sur des sélecteurs à la maison. Tu as fait les recherches? Ok, vas-y, c'est pas grave. Ok, je vais copier quelque chose de base. Voilà, donc, là, on a une page vide, comme ça. Ce que je vais mettre ici, c'est quoi? Je vais mettre un paragraphe. Je vais mettre un paragraphe. Bonne et heureuse année 2025. Je vais dupliquer. Je vais dire 2025-1, 2025-2, 2025-3, 2025-4. Ça, c'est un P. Je vais faire aussi un H, un H1. GL, cœur, massa. Voilà. Je duplique. Je vais mettre H2. Juste pour avoir du contenu sur nos pages. Voilà. Donc ici, je vais dire pour H1, ici, H2, ici, H3. Je vais lancer cette page et puis on va venir tester le sélecteur All. Alors,
Ça s'appelle intro CSS. Voilà, c'est juste une page HTML hein, avec combien 4 paragraphes avec un H1, un H2 et un H5. Alors, donc, en disant, on n'a pas mis ici un titre, introduction CSS. Voilà, on a dit que pour le CSS à partir du début, dans le hit, ce qu'on va faire, c'est quoi? Parce qu'on ne peut pas écrire du CSS directement, les syntaxes du CSS directement dans une page HTML. Vous voyez bien, ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Une page HTML attend des instructions HTML. Et si on veut écrire des instructions CSS, il faut l'écrire quelque part où ça peut être compréhensible par le fichier HTML. Raison pour laquelle on ouvre une balise style. Et lorsqu'on ouvre une balise style, ça veut dire que tout ce qu'on va écrire là-bas sera compris comme un style. Maintenant, si vous ne le mettez pas entre la balise style, vous le mettez directement dans la page HTML, il va interpréter comme c'est du simple texte. On est bien d'accord? Donc, on est obligé de mettre ici la balise style. Isaac, si tu ouvres, mets juste le truc là derrière. Comme ça, c'est plus simple. Voilà. Voilà, donc ici, en utilisant la balise style, on peut écrire maintenant les syntaxes CSS. Alors, on a dit sélecteur étoile, c'est-à-dire sélecteur all, permet de sélectionner tout ce qui se trouve sur nos pages, quelles que soient les informations, donc toutes les informations confondues. Si je mets ici color et je mets ici blue, je reviens ici sur ma page. Si j'actualise, ce qu'on voit, c'est quoi? Toutes les informations ont la couleur bleue. On est bien d'accord. Donc, sélecteur, toute information confondue, c'est ce qu'on appelle sélecteur étoile. Toutes les informations auront la mise en forme si vous faites étoile comme ça. Donc, ça, c'est le premier sélecteur qui se trouve sur le fichier là. Mais il existe encore d'autres types de sélecteurs. Parce que là, il faut comprendre que sur certaines pages, par exemple ici, supposons que ça, c'est une page, les informations qui sont là n'ont pas forcément le même style. Bon, comme il y a la connexion, on va chercher une autre page là. On va chercher, ou même juste la page Google. Bon, je pense que je n'ai même pas besoin de la page Google. Cette page même me suffit normalement. Voilà. Supposons qu'on a une page comme ça, on voit que les informations ici n'ont pas tout simplement les mêmes mises en forme. On est bien d'accord? Donc, il faudrait qu'on soit en mesure de pouvoir sélectionner des informations individuellement. Maintenant, pour cela, il y a certaines choses qui vont nous permettre de pouvoir sélectionner un groupe d'informations, une information unique, ou bien ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, commençons par la deuxième qui se trouve sur la liste ici, qu'on appelle les sélecteurs de classe. Alors, nous, jusque-là, en HTML, on a vu ce qu'on appelle des attributs qu'on appelle quoi? Name, ID, ainsi de suite. On a vu que, par exemple, si on mettait ID comme ça, on a dit, par exemple, bon, P1, et que si on met ici name comme ça, P2, on a vu que ça permettait de définir ce qu'on appelle un identifiant ou bien un surnom d'une manière unique dans la page. C'est ce qu'on avait dit lorsqu'on faisait les ongles. Lorsqu'on faisait le name, j'avais dit aussi que ça permet de donner un nom ou bien un identifiant, mais pas forcément d'une manière unique. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux éléments qui portent le même name, mais on ne peut pas avoir deux éléments qui portent le même ID P1. Sur la même page, on n'aura qu'une information qui peut porter l'ID P1. D'autres informations peuvent porter des ID, mais l'ID sera différent de P1. Mais ici, on peut voir que deux informations peuvent porter le même name. Donc, on peut dire que le name là, c'est un nom partagé qui peut être attribué à plusieurs informations. Mais aussi, il y a un attribut qu'on appelle classe. Il y a un attribut qu'on appelle classe. On est bien d'accord? L'attribut classe, c'est à peu près comme l'attribut name. Ça permet tout simplement de donner un nom. Bon, c'est un nom que nous, on va utiliser plus tard du côté de CSS pour pouvoir appeler les informations. Donc, si vous définissez classe là, ça veut dire que vous avez créé un attribut et vous avez donné un nom à l'attribut qui s'appelle P2. Et donc, ce P2 là, on dit que lorsqu'on a une classe qui a comme valeur comme ça, si on veut sélectionner la classe qui a ces informations, on va procéder par écrire point
le nom de la classe. Le nom de la classe, c'est la valeur qui se trouve après classe est égale dans double quote là. Quand on dit l'ID, le nom de l'ID, c'est ce qui se trouve comme la valeur. On est bien d'accord? Donc, le nom de la classe s'appelle P2, le nom de l'ID s'appelle P1. Et on a dit que les éléments qui ont des classes, on a dit comme attributs, si vous voulez les sélectionner, on dit, la syntaxe c'est de faire point, vous mettez point, et vous écrivez le nom de la classe. Et le nom de la classe ici, c'est quoi? On voit que c'est P2. On est bien d'accord? Regardez bien, c'est comme ça qu'on fait. Oui, donc, c'est comme ça qu'on fait pour pouvoir sélectionner tout simplement les classes. Toute information qui va avoir un attribut classe, pour pouvoir sélectionner l'information sur le nom de la classe, vous écrivez d'abord point, et ensuite, la valeur que vous avez vue là, qui se trouve comme valeur de l'attribut classe, vous mettez ça après le point. Donc, ça veut dire que j'ai sélectionné une classe qui s'appelle P2. Mais la syntaxe, c'est d'abord point et le nom de la classe. Et maintenant, vous pouvez attribuer une mise en forme. Alors, je vais d'abord enlever la mise en forme all là. Je vais venir ici mettre color et je mets blue. Maintenant, regardez bien. Donc, pour une classe, on la sélectionne comme ça, mais une classe peut être partagée sur plusieurs informations. Comme vous le voyez ici, on a deux paragraphes qui ont la classe P2. Si je viens sur ma page, regardez, et que j'actualise, il est où? Si j'actualise, vous voyez que parmi toutes ces informations-là, on a deux paragraphes qui ont la couleur bleue. Regardez bien. Donc, j'ai sélectionné ici ce que j'ai fait ici, là. Voilà. Je le fais comme ça. Voilà. Donc, j'ai plusieurs informations sur ma page. Et maintenant, moi, je veux ajouter une mise en forme sur certaines informations. Et donc, je peux utiliser plusieurs manières. Donc, je peux les sélectionner par leur nom de balise, ou bien le nom de l'ID, ou bien le nom de classe, ainsi de suite. Maintenant, pour dire classe, il faut créer un attribut sur l'information qui s'appelle classe. Mais c'est juste quelque chose qui va permettre d'identifier cette valeur-là. C'est-à-dire que les mises en forme qu'on définit plus tard sur P2 sera appliquée sur tout balise ou bien tout élément qui porte la classe P2. On est bien d'accord? Et maintenant, on a dit que pour sélectionner une classe, vous mettez point le nom de la classe. Et je dis le nom de la classe, c'est la valeur. Et une classe peut être ajoutée sur plusieurs éléments. Comme on le voit ici, on a deux paragraphes qui ont la classe P2. Si le deuxième paragraphe, le troisième paragraphe là, s'il n'a pas la classe P2, c'est simple, on va avoir juste la couleur bleue sur le premier paragraphe. On est bien d'accord? Donc, sur nos informations, ici, si on veut par exemple qu'une mise en forme soit partagée sur des informations, on peut utiliser normalement la notion de classe. Parce qu'une classe, on peut l'ajouter sur plusieurs informations. Une même classe, je veux dire, chose qui est différente de l'ID. Donc, la classe, il agit, ou bien elle agit tout simplement comme un name. Mais comment on le fait? Vous créez sur les informations que vous voulez avoir la mise en forme là, vous mettez classe et vous mettez est égal, vous donnez une valeur. Cette valeur, c'est vous qui donnez. Ça vous permet d'identifier tout simplement quoi? L'élément que vous ciblez. Dans la mise en forme qui sera ajoutée plus tard sur cette classe-là sera appliquée sur toutes les informations qui vont avoir cette valeur. Je donne un exemple. Supposons aussi que je voudrais que le GL cœur massa puisse avoir la même chose, couleur bleue. On est bien d'accord? Donc, ce que je peux faire, c'est quoi? Je peux juste prendre cette classe-là et venir sur GL cœur massa et le poser comme ça. Et donc, si je fais ça, vous voyez que ça a une couleur bleue et ça aussi, ça a une couleur bleue. Et par contre, vous voyez bien que les balises sont différentes. Du moins, c'est les types de balises. Ici, on a une balise P, on a une balise H1. Mais on arrive bien à cibler les deux informations. Mais comment? À travers ce qu'on appelle la notion de classe. Donc, les classes vont nous permettre de pouvoir cibler des informations de types différents. Et dans toutes ces informations qui ont la même classe, la mise en forme qui a été définie sur cette classe-là sera appliquée sur tous ces éléments-là. Maintenant, si on veut par exemple que le H2 puisse avoir une couleur rouge, on ne peut pas utiliser la même classe parce que cette classe P2 définit que la couleur est bleue. On est bien d'accord? Donc, il faut maintenant procéder d'une autre manière pour pouvoir ajouter une mise en forme sur GL. Mais ce qui est important, c'est quoi? Une classe, vous pouvez l'appeler sur plusieurs informations. Et pour la sélectionner, vous mettez point et vous mettez le nom de la classe. Jusque-là, est-ce que c'est bon? Voilà. Maintenant, donc,
Maintenant, ça permet de pouvoir, on voit que ce qu'on appelle la classe peut être ajouté sur plusieurs informations. Maintenant, supposons que sur nos pages, on a une information qui est unique. C'est-à-dire quoi? Et je vais vérifier, est-ce qu'il y a une information unique? Comme par exemple, quoi ici sur notre page? Comme par exemple ça là. Supposons que sur notre page, on a cette information qui a une mise en forme unique par rapport à tout ce qui se trouve là. Donc, ça veut dire que la mise en forme qu'on définit n'appartient qu'à un seul élément sur notre page. Nous, on peut procéder par ce qu'on appelle un ID. Parce que je dis un ID permet d'identifier d'une manière unique une information sur la page. Et lorsqu'on dit ID, concrètement, c'est que vous définissez l'attribut ID sur l'information. Et maintenant, ici, sur le premier paragraphe, j'ai défini un ID. Bonne et heureuse année 1 là. J'ai défini un ID. Et maintenant, si on veut cibler, il est où? Si on veut cibler uniquement celui-là pour lui mettre la couleur jaune. Si on veut mettre la couleur jaune. Ce qui est sur la couleur, c'est color. Donc, pour pouvoir cibler l'information là, il faudra savoir comment sélectionner un élément sur l'attribut ID. On sait déjà comment sélectionner une information sur l'attribut classe. Pour sélectionner une information sur l'attribut ID, vous mettez, au lieu de point, regardez bien, vous allez mettre du moins hashtag, c'est-à-dire dièse. Vous allez mettre dièse et ensuite, vous allez écrire, comme on a sélectionné le nom de la classe, le nom de l'ID, c'est ce qui est là comme valeur de l'ID. Donc, pour sélectionner un ID, vous mettez dièse et vous mettez le nom. Ce qui veut dire que sur cette page-là, la mise en forme que vous avez définie sera appliquée uniquement sur une information. Mais laquelle? Celle qui porte l'ID P1. Oui? Oui? Bonjour. Je fais partie de la classe. J'avais donné quelque chose avant les fêtes là. Les sélecteurs, tu as fait des recherches. Ok, vas-y. Donc, regardez bien. Maintenant, si je fais ça et que je viens, j'actualise ma page. Attendez. Est-ce que j'ai enregistré? Non. CTRL S. Voilà. Si je viens ici, j'actualise. Vous voyez que là, pour le moment, c'est uniquement le bonjour. Je dézoome un tout petit peu. Voilà. Donc, c'est uniquement le bonjour. Non, le bonne et heureuse année 2021-1 là. C'est lui seul qui a la mise en forme. Donc, si on doit cibler une seule information sur notre page, c'est préférable de créer ce qu'on appelle un ID sur l'information. Maintenant, pour être en mesure de le sélectionner dans le CSS, vous allez mettre dièse. Et maintenant, la valeur que vous avez mis pour l'ID là, vous le mettez après le dièse. Ce qui veut dire quoi? Vous avez sélectionné l'information sur son ID. Et maintenant, la mise en forme que vous allez définir ici sera appliquée uniquement sur cette information de votre page. Donc, voici les sélecteurs de base. On peut sélectionner tous les éléments. On peut sélectionner les éléments sur des classes. On peut sélectionner des informations sur, du moins, on peut sélectionner une information sur son ID. Mais après aussi, on peut sélectionner une information sur le nom de la balise. Alors ici, dans cette page, regardez bien, on a des paragraphes, on a des titres, il y a H1, H2, H3. Maintenant, qu'est-ce qui se passera si je mettais, au lieu de dièse comme ça, et j'écris tout simplement P? On sait que P, c'est le nom d'une balise. On est bien d'accord? P1, c'est le nom d'ID. P2, c'est le nom de classe. P, nom balise. H1, nom balise. H2, nom balise. H3, nom balise. Maintenant, si je fais P comme ça, et que je dis color blue, mais non. P, ça veut dire quoi? Les balises P. Ça veut dire les balises P. Donc, lorsque vous sélectionnez sur le nom de la balise, ça veut dire sur votre page, toutes les balises qui s'appellent comme ça auront tout simplement la mise en forme. C'est-à-dire qu'ici, dans notre page, on a 4 balises P. Si je me laisse ça comme ça, on aura la mise en forme qui sera appliquée sur les 4 éléments. Regardez si je viens et que j'actualise, vous voyez que les 4 balises P ont ce qu'on appelle la mise en forme. Et c'est ce qu'on appelle, c'est comme si on appelle sur le nom de la famille. Si on appelle sur le nom de famille, tout le monde va répondre oui. Donc, si vous appelez une information sur le nom de balise, toutes les balises qui portent le même nom là auront tout simplement la mise en forme. On est bien d'accord? Je peux le faire pour un H2. Si je mets pour H2, donc on aura uniquement le H2 qui a GL cœur massa H2 qui aura la mise en forme. Mais si on avait plusieurs, tous ces H2 auront la même mise en forme. On est bien d'accord? Donc, si vous voulez faire aussi une mise en forme en fonction du moins du nom des balises, il faut comprendre que toutes les balises que vous avez, du moins qui portent le même nom, auront tout simplement la mise en forme. Donc,
color, à chaque fois, ça permet de modifier la couleur. Jusque-là, tranquille. Mais après, on peut augmenter même la taille d'un texte. C'est-à-dire qu'on va ajouter quelque chose un peu. Par exemple, on écrit font size. Font size, c'est quelque chose qui permet, un attribut qui permet d'augmenter la taille du texte. Par exemple, si je mets 50 pixels, et je mets point virgule, là, vous voyez que là, la taille du texte a augmenté. Alors, regardez très bien ce que j'ai dit. Dans la syntaxe, je dis propriété, deux points, valeur. On est bien d'accord? Et puis, je mets point virgule. Alors, quand je mets propriété, deux points, point virgule, c'est pour séparer une propriété d'une autre. Une propriété ici, c'est une propriété color. On a une autre propriété font size. Donc, quand je dis propriété 1 jusqu'à propriété n, ça veut dire qu'on peut, pour une information qu'on cible, appliquer plusieurs mises en forme. Comme ici, là, j'ai changé la couleur, j'ai augmenté la taille. Mais après, je peux ajouter encore d'autres mises en forme sur l'information. Mais il faut chercher quelle propriété et vous donnez la propriété, vous mettez deux points et vous mettez point virgule. Par contre, ce qui n'est pas préférable, c'est de faire ça. Ce qui n'est pas bien, c'est de mettre sans point virgule. On est bien d'accord? Regardez bien. Si vous ne mettez pas point virgule, il y aura un souci. Si vous avez plusieurs propriétés, il y aura un souci. Cependant, si je mets juste color comme ça, bleu, on voit que la couleur est bleue. Regardez bien. En fait, c'est possible de ne pas utiliser point virgule, mais uniquement s'il n'y a qu'une seule propriété. Une fois que vous sélectionnez l'information et que vous mettez qu'une seule propriété, vous n'avez pas besoin de mettre point virgule. Mais si vous mettez au moins deux propriétés, il faut forcément que la première propriété se termine par point virgule. La dernière propriété n'a pas forcément besoin d'avoir un point virgule. Mais à chaque fois, si vous avez une propriété après une autre, celle qui vient avant là doit se terminer par point virgule. À l'instar de ce qu'on a dit ici, si je mets point virgule et que je mets ici font size, je mets font size et je mets comme ça, je mets 40 pixels et je mets point virgule, vous allez voir que ça marche. Mais aussi, si je ne mets pas point virgule ici, à 40 pixels, ça ne change rien du tout. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Le point virgule, si on a plusieurs propriétés, et celui qui ne va pas avoir le point virgule, c'est la dernière propriété. En fait, il n'est pas obligé d'avoir le point virgule. La dernière propriété, ça dit quoi? Donc, ce qu'on a fait ici, c'est font size qui vient au dernier lieu. Donc, font size n'a pas besoin de point virgule, mais toutes les propriétés au-dessus de lui doivent avoir forcément point virgule vers la fin. Et encore, j'ai dit, s'il n'y a pas plusieurs propriétés, il n'y a qu'une seule, vous pouvez choisir de mettre point virgule, tout comme vous n'avez pas besoin de mettre point virgule. Mais nous, on va faire quelque chose de simple qui, après, on ne va pas avoir des soucis, c'est-à-dire quoi? Quel que soit ce qu'on fait, chaque propriété, on termine par point virgule. Et là, maintenant, on est sûr qu'on n'aura pas trop de soucis. C'est bon? Donc, on va faire la syntaxe comme ça. Donc, voici comment est-ce qu'on peut utiliser deux propriétés. Mais après, on peut utiliser plusieurs propriétés. Ça dépend de ce que nous, on veut faire. Voilà, donc, c'est ce qu'on appelle le sélecteur sur le nom de l'élément. Lorsqu'on sélectionne sur le nom de l'élément, tous les éléments sur la page qui portent le même nom auront tout simplement la même mise en forme. Jusque-là, est-ce que c'est bon? C'est bon? Ok, maintenant voyons voir, continuons un petit peu ce qui se passe là. On va voir les choses qui se trouvent là. Ça, c'est ce qu'on appelle le sélecteur de balise qu'on a fait, c'est-à-dire le sélecteur sur le nom de balise. B, par exemple, ou bien P, ainsi de suite. Ça veut dire tous les P, tous les B, tous les LI auront la même mise en forme. Bon, on a vu comment est-ce qu'on peut sélectionner sur l'ID. Vous mettez dièse, le nom de l'ID. Comment est-ce qu'on peut sélectionner une classe? Vous mettez point, le nom de la classe. Ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, on peut faire aussi ça. C'est-à-dire que pour la classe, on est là. On est là. Voilà. Regardez bien maintenant. On a dit que ici, pour sélectionner une classe, on met point. Ici, il y a une classe seulement, une seule classe qui s'appelle P2. Même si c'est ici aussi, mais en fait, il n'y a pas deux classes. C'est P2, P2. On est bien d'accord? On a dit pour sélectionner une classe, on met point et on met P2. Donc, si je fais ça, regardez bien, la mise en forme est ajoutée sur les deux informations qui ont la classe P2. Jusque-là, vous me suivez. Mais aussi, il y a une possibilité de dire quoi? Je vais appliquer la mise en forme sur la classe
d'un élément spécifique. Attendez d'abord, je vais mettre ça aussi sur le bonne et heureuse année 2025-3. Là, ça veut dire qu'on aura 3 informations qui ont la mise en forme. Jusque-là, vous me suivez, n'est-ce pas? Ok, donc jusque-là, on a défini cette classe-là sur 3 éléments. C'est-à-dire qu'on a défini sur le deuxième paragraphe qui porte 2025-2. On a défini la même classe sur le P qui porte 2025-3 et on a défini sur H1, GL, que Massa, et voici les 3 mises en forme. Alors on dit qu'on peut sélectionner une classe, mais aussi en fonction de l'élément sur lequel elle se trouve. Par exemple, je vais appliquer la mise en forme sur la classe P2 qui se trouve sur la balise P et non qui se trouve sur les H1 ou bien ainsi de suite. Dans ce cas, je précise que sur le P, comme on a dit ici, sur le P, il est où? Jean. Vous précisez le nom de l'élément et vous mettez point le nom de la classe. Regardez bien ce qui va se passer. Est-ce que j'ai enregistré? CTRL S. Si je viens ici, vous voyez qu'il y a toujours la mise en forme. Par contre, la mise en forme ne concerne pas le GL qui a la même classe P2. On est bien d'accord? C'est la même classe P2. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Que je vais appliquer la mise en forme sur la classe P2. Et normalement, si je mettais juste P2, toutes les informations qui ont P2 auront la même mise en forme. Mais là, j'ai précisé que non, en fait, c'est la classe P2, mais ceux-là qui vont se trouver sur la balise P. Donc, comment je le dis? Je dis P.P2, ça veut dire que tu m'appliques sur tous les P qui portent la classe P2. Mais je pouvais aussi dire applique sur tous les H1 qui portent la classe P2. Ce qui veut dire que là, les 2 paragraphes n'auront pas la mise en forme, mais c'est le H1 qui auront tout simplement la mise en forme. On est bien d'accord? Donc ça aussi, c'est une possibilité de pouvoir faire les sélections. Mais après aussi, il y a plusieurs manières de pouvoir sélectionner des choses. Donc voici, ça c'est ce qu'on appelle les sélecteurs de base. Mais après, on va continuer encore pour voir, avant de voir les attributs proprement dits de CSS, il faut être en mesure de sélectionner des informations. Donc on va comprendre un petit peu cette partie de sélecteur. Donc jusque-là, c'est bon. Et on va parler maintenant de ce qu'on appelle un sélecteur descendant. Un sélecteur descendant, c'est quoi? On dit qu'un sélecteur descendant permet de sélectionner un ou des enfants directs. Alors, lorsqu'on dit enfant direct, c'est-à-dire quoi? On a une balise, à l'intérieur, on a une autre balise. Regardez bien déjà. On sait qu'à l'intérieur d'une balise, on peut ajouter d'autres balises. À l'exemple de body qui a toutes ces balises qu'on voit là. Toutes ces balises qu'on voit, ça là, ce sont des balises qui se trouvent dans body. On est bien d'accord? Donc, on peut avoir une balise à l'intérieur d'une autre balise. Ça, ce n'est pas un problème. Il y a des balises que nous, on n'a pas encore vues, ce sont des conteneurs. Par exemple, une balise div. La balise div, c'est par exemple une balise qui est un conteneur. Mais je ne vais pas parler de la balise div pour l'instant. Je peux parler après d'une autre balise. Par exemple, on connaît ce qu'on appelle la balise B, n'est-ce pas? Vous savez ce que c'est que la balise B? Je vais mettre un paragraphe là, un premier paragraphe, et je vais dire bonjour, et je mets une balise B. Et je mets P. Voilà. Et là, je mets B. Je mets la team. Bon, normalement, il n'y aurait pas encore de soucis. Bon, ce n'est pas forcément des soucis. Mais en fait, on voit l'information. Donc, dans une balise P, on peut ajouter aussi d'autres balises, comme on a ajouté la balise B là. Et on sait qu'une balise B permet de mettre en gras. Mais non, donc, si je fais ça, c'est mieux. J'ai fait CTRL Z. Je voulais faire un retour à la ligne. Voilà. Bon, même si je fais ça comme ça, un P sera pour le moment par défaut écrit sur la même ligne. On avait vu que si vous voulez avoir les retours à la ligne comme ça, préférable utiliser la balise pré. Donc si je fais par exemple la time et je mets 2025. Voilà. Donc on va avoir bonjour, la time 2025 qui se trouve juste là, devant vous.
On est bien d'accord? Mais ça, on est tous dans un paragraphe. Et dans le paragraphe là, la time se trouve dans un B et 2025 se trouve dans un B. On est bien d'accord? Mais les deux B là sont des fils de P. Parce qu'ils se trouvent dans la balise P. Regardez bien. Les deux B, les deux B là se trouvent bien et bien dans la balise P. On est d'accord? Ils se trouvent bien et bien dans la balise P. Alors, revenons maintenant sur ce qu'on appelle le sélecteur de descendants. Et le sélecteur de descendants, c'est comme ça, on met le nom du parent et puis on écrit le nom du fils. Regardez bien, si je dis ici, regarde-moi les P qui ont des B. Si je fais ça, regardez ce qui va se passer si je suis là et que j'actualise. Vous voyez que la time et le B là ont la mise en forme. Pourquoi? Parce qu'ils sont des fils directs de notre paragraphe. Là, si je mets juste B, ça veut dire quoi? Applique sur tous les B qui existent. Bon, je vais d'abord mettre un petit B avant en disant B. Voilà. Je mets ici génie logiciel. Là, on a normalement 3 balises B. Il y a cette balise B et il y a 2 autres balises B. Si je viens ici, la différence est simple. On va voir que la balise B là n'aura pas la mise en forme. Pourquoi? Parce que ceux, ou bien les B qu'on a ciblés, ce sont des B qui sont des enfants de P. On est bien d'accord? Si on met des sélecteurs comme ça, avec espace et un autre quelque chose, ça veut dire que le deuxième là, c'est un fils du premier. Et quand on dit fils, et comme ça, c'est un fils direct. Et tout à l'heure, on va voir ce que c'est qu'un fils même indirect. Regardez bien encore une autre chose. Je peux faire ça. Et je mets ici span. Voilà. On verra plus tard que le span, c'est aussi une balise, mais une balise qui permet de cibler des textes dans un ensemble de textes. Si je fais ça, regardez bien, et que je reviens ici, voilà. Voilà, oui, on a dit fils direct ou bien indirect. Voilà, donc ici, ça, ce sont des fils directs. Mais ce qu'il faut comprendre, ça là, c'est ce qu'on appelle des fils indirects. Le sélecteur suivant qu'on verra, il y aura un souci lorsque on aura à écrire quelque chose comme ça. Mais suivez bien, dans le sélecteur le sélecteur descendant, c'est-à-dire quoi? Un sélecteur où vous mettez un parent, espace, et vous mettez un descendant. Ce qui veut dire que tous les B qui seront fils, que ce soit direct ou bien indirect, mais qui se trouvent à l'intérieur de la balise P, auront tout simplement la mise en forme. Je vais changer, je vais effacer tout simplement la taille là. Et donc, ce qui fait que nous, on a ces informations-là. On va prendre encore un autre exemple. Donc, si je mets ici, il y a une balise, je vais vous expliquer après plus tard. Il y a une balise div qu'on appelle des balises containers. En fait, il y a des balises là, eux, leur rôle, ce n'est pas de présenter par exemple des textes ou bien des images ou bien des choses comme ça, non. Eux vont tout simplement nous permettre de pouvoir créer ce qu'on appelle certaines parties sur nos pages. Par exemple, quand une div peut regrouper un certain nombre de balises, tout simplement pour pouvoir faciliter après la modification, la manipulation du CSS. C'est leur rôle, c'est des conteneurs. C'est-à-dire dans ces balises-là, on peut ajouter toutes les balises que nous on a vues. Mais ce n'est pas des balises spécifiques pour écrire des choses. Non, non. Dans la balise div, c'est un conteneur. Et maintenant, je peux prendre tout ce qui est là et je colle à l'intérieur. Voilà le rôle des balises, les balises div. Après, il y a d'autres balises qu'on verra plus tard. Maintenant, si je fais ici div et je mets B, bon, ça sera toujours la même chose. Ça sera toujours la même chose parce que ce sont des fils directs ou bien indirects. Par contre, on a bien ce B là qui a aussi la mise en forme. Pourquoi? Parce que j'ai pris ce B, je l'ai aussi ajouté dans la div. Donc, toute information qui se trouve dans la div là, ou bien dans la balise principale, le parent, qui porte ce nom, auront tout simplement la mise en forme. Et c'est ce qu'on appelle un sélecteur descendant, c'est-à-dire fils direct ou bien indirect. Et maintenant, le sélecteur enfant qui suit, le sélecteur enfant, ça va être
des enfants, mais sauf que on va voir un petit peu la différence juste tout à l'heure. Regardez bien. Avec un sélecteur descendant, j'ai dit tous les B qui se trouvent dans div. Donc, dans la div, on a ces informations-là. Et tout ce qu'on verra comme B auront la mise en forme. Par contre, si on fait un sélecteur enfant, ça veut dire qu'on est en train de parler des enfants. Mais sauf qu'on va parler des enfants directs. Regardez bien, si je fais juste comme ça, ceci, et que je reviens, j'actualise ma page, on voit que la taille et 2025 n'ont pas la mise en forme. Pourtant, ce sont des enfants aussi. Mais là, ils ne sont pas des enfants directs de la div, ce sont des petits-fils. Parce que dans div, on a un enfant direct qui est B et on a un enfant direct qui est P. Et c'est dans P qu'on trouve les deux autres B. Regardez, la différence entre ce qu'on appelle enfant direct et enfant indirect, c'est quoi? Les enfants directs, comme par exemple là, on a une div, les enfants directs, c'est quoi? La balise B. Donc, dès qu'on rentre dans la balise, celui qui est collé à la balise div, là, c'est ce qu'on appelle un enfant direct. Enfant direct, c'est ça. Et maintenant, les enfants indirects, c'est quoi? À l'intérieur de div, on a une balise P et c'est dans la balise P, on a d'autres balises. Donc, tous ceux qui se trouvent dans la balise P sont des enfants indirects de la balise div, c'est-à-dire des petits-fils. Et le sélecteur là, avec le signe supérieur, veut dire quoi? Je vais sélectionner tous les B qui sont des enfants de div, mais qui n'ont pas un autre parent que div lui-même. Donc, dès que vous rentrez dans div, vous avez ce B là. Et donc, du coup, il aura la mise en forme. Mais ces B là ont un autre parent, c'est-à-dire le parent P. Et donc, ils ne sont pas fils directs de la balise div, ce qui fait que c'est uniquement ce B là qui a la mise en forme définie. Et ça, c'est ce qu'on appelle un sélecteur enfant. Donc, il y a ce qu'on appelle sélecteur descendant et sélecteur enfant. Sélecteur descendant, on met juste espace. Ça veut dire que ce soit fils direct ou bien fils indirect. Mais sélecteur enfant, on met slash, ça veut dire que tout ce qui est fils direct de l'élément. Et donc, la mise en forme sera appliquée sur les B qui sont des enfants directs. Par exemple, si après le P, j'écris une autre balise B, cette balise B est aussi enfant direct. Si je dis ici enfant direct, on va voir que ce B là aussi et ce B là aussi auront tout simplement la mise en forme parce qu'ils n'ont pas un autre parent que directement le div. Si je viens et j'actualise, donc on voit génie logiciel et enfant direct, ils ont la mise en forme, mais la taille et 2025, ces deux B n'ont pas la mise en forme bleue. Donc voici un autre sélecteur qu'on vient de voir qu'on appelle un sélecteur enfant. Il existe vraiment plusieurs sélecteurs qui existent, plusieurs sélecteurs. Aujourd'hui, on va apprendre que les bases. Voilà. Maintenant, il y a ce qu'on appelle un sélecteur qu'on appelle sélecteur adjacent, c'est-à-dire un sélecteur avec un plus. Le plus, c'est ce qu'on appelle un sélecteur adjacent. Qu'est-ce qui est dit du sélecteur adjacent? On dit, ça permet de sélectionner l'élément placé immédiatement après un autre élément. Donc, le sélecteur adjacent, par exemple, x plus y, on dit x, c'est le type de sélecteur représentant l'élément qui doit précéder y. C'est-à-dire que c'est y là que nous on veut modifier. Maintenant, on dit qu'il faudrait que quelque part, on ait x. Et donc, on dit quoi? Donc, par exemple, dans cet exemple-là, ici, on a un P, on a un U, on a des choses comme ça. Et si on sélectionne U plus B, regardez bien, on a U, on a B. Donc, si on fait U plus B, ça veut dire tous les B placés après le U. Dans notre exemple ici, on a des choses qui sont placées après, voilà. Bon, ici, voilà, on a des P qui sont placés avant des H1. Donc, si je fais ça, je vais faire 2 H1. Je vais prendre un H1 ici. Je vais dire H1 avant un P. Et je vais modifier ce H1 ici, là. Je vais dire H1 après un P. Je peux enlever la classe. Donc, regardez bien, ici, on a 2 H1.
Ici, on a deux H1. Ces deux H1 là, bon, si je viens, j'actualise juste la page, on va voir les deux H1 sont là. Voilà, je dézoome. Voilà, on a un H1 placé avant ces paragraphes-là. Et on a un H1 placé après ces paragraphes-là. Et ce qu'on a dit ici, c'est quoi? On a dit il va sélectionner l'élément placé immédiatement après l'élément précédent. C'est-à-dire que si on fait PH1, il va sélectionner le P placé immédiatement après. Regardez bien. Si je fais ici, je fais le sélecteur. Le sélecteur radiation, je mets P plus H1. Et regardez, on est là. Si j'actualise, vous voyez qu'on a deux H1. On est bien d'accord? Mais c'est celui qui est placé automatiquement après un P qui a ce qu'on appelle la mise en forme. Dans le sélecteur radiation plus, ça veut dire que si on met X, Y ou bien comme j'ai mis ici, P et H1, ça veut dire applique la mise en forme sur H1. Mais là, on ne dit pas tous les H1. On dit uniquement les H1 qui sont placés après le P. C'est ça le sens du plus là, qu'on appelle le sélecteur radiation. Parce qu'il faut comprendre que les balises qu'on place, ce sont des balises qu'on place souvent les unes après les autres. Mais ici, on peut placer un H1 avant de placer des paragraphes, tout comme après les paragraphes, on peut placer d'autres H1. Et donc, on dit que si on fait ce sélecteur-là, P plus H1, la mise en forme qui est ajoutée sera ajoutée sur les H1 placés immédiatement après un P. Alors, si je prends ici, par exemple, regardez, je duplique, donc je vais mettre P1 et je vais mettre P2. Ça veut dire qu'on a maintenant 3 H1. On a H1 placé avant le P et on a 2 H1 qui sont placés après le paragraphe. Et si je viens ici, j'actualise, ce qui se passe, c'est quoi? Que ce soit le premier H1, que ce soit le deuxième, le troisième H1, du moins, eux n'ont pas la mise en forme. Pourquoi? Parce que j'ai expliqué encore que le sélecteur adjacent prend uniquement le premier qui vient automatiquement après l'information. Par exemple, c'est-à-dire, on a dit P plus H1, ça veut dire que c'est le H1 qui vient automatiquement après un P. Et on a vu qu'on a deux H1, mais celui qui vient après automatiquement, c'est le premier H1. Ce qui veut dire que la mise en forme sera ajoutée sur ce H1, ni sur celui-là, ni sur celui qui se trouve là. Et donc, c'est ce qu'on appelle un sélecteur adjacent. Pourquoi est-ce qu'on apprend ces choses-là? Parce que plus tard, lorsque vous êtes appelé à devenir développeur, et surtout si vous devez faire du front-end, vous serez obligé de comprendre ces choses-là. Avant de faire vraiment la mise en forme proprement dite, il faut être en mesure de pouvoir sélectionner des informations. Donc, c'est ce qu'on appelle le sélecteur adjacent. Il y a d'autres sélecteurs. Bon, on va essayer de voir quelques-uns et puis après, on va passer maintenant à tout simplement le premier fichier que je vous avais envoyé. Alors ici, ça c'est comme un sélecteur qui permet de sélectionner d'autres attributs. Alors ici, on dit que si on met par exemple une balise P, je vais essayer de ressortir toutes ces choses-là maintenant. Voilà. Comme ça, on va avoir les balises qui sont bien. Ok. Je vais même supprimer. Je vais supprimer ça. Je vais prendre ça. Supprimer tous les B. Le mettre ici. Voilà. Ok. Voilà. Donc, on peut sélectionner aussi des attributs. Et c'est ça le but ici. Pour sélectionner ce qu'on appelle des attributs, on dit que pour sélectionner les attributs, vous allez dire quoi? Par exemple, sur l'élément, on a un attribut long. Pour le sélectionner, vous mettez l'élément et vous mettez crochet. Et vous mettez le nom de l'attribut. Plus tard, on pourra sélectionner sur le nom et la valeur même de l'attribut. Alors ici, donc,
on dit ici, pour sélectionner sur un attribut, vous allez mettre P et vous allez écrire le nom de l'attribut. Par exemple, si je mets ça comme ça et que je reviens sur ma page et que j'actualise, on voit que les deux paragraphes ont tout simplement la couleur. Si je mets un autre troisième paragraphe qui n'a pas l'attribut, je vais l'appeler 4 et que j'actualise, ce qui est sûr, c'est quoi? Lui n'aura tout simplement pas la mise en forme. Donc, regardez bien, contrairement au ID et ainsi de suite, on peut sélectionner, au lieu de sélectionner directement sur la valeur, on peut sélectionner sur des attributs même qui se trouvent. Mais comment? On va préciser le nom de l'élément qui porte l'attribut et puis on met crochet et on met le nom de l'attribut. Ici, par exemple, l'attribut qui s'appelle l'homme. Plus tard, je vous expliquerai comment est son rôle. Mais on le sélectionne comme ça. Après, par exemple, sur les inputs, lorsqu'on met un type, ça veut dire que lorsque vous sélectionnez, vous mettez ici au lieu de l'homme, vous mettez type. Donc, vous pouvez sélectionner sur le nom de l'attribut, de l'élément. Mais donc, utilisez seulement ce qui vous semble plus simple. Vous pouvez utiliser un sélecteur ID ou bien classe à la place de ce sélecteur attribut. Mais le plus important, c'est d'être en mesure de pouvoir sélectionner l'information d'une manière plus simple. Alors, regardez bien, ici, voilà. Ici, on a normalement une div, c'est-à-dire un parent avec 3 fils. Un parent avec 3 fils. Alors, c'est possible de pouvoir appliquer une information ou bien une mise en forme sur les P. Si je mets comme ça P, on sait que la mise en forme sera appliquée sur tous les 3 P. On est bien d'accord? Maintenant, si je veux sélectionner le premier élément, uniquement le premier élément, si je veux, je peux définir un ID. On est bien d'accord? Je peux définir un ID qui me permet de sélectionner le premier P. Comme par exemple là, je dis ID est égal et je mets P1. Donc là, si je mets dièse P1, la mise en forme que je définis là sera appliquée uniquement sur le premier paragraphe. On est bien d'accord? Maintenant, si je ne veux pas définir un ID, on va voir aussi après quelque chose qui sera un peu plus intéressant. Donc, si je ne veux pas définir l'ID, il y a une possibilité de pouvoir dire quoi? Je veux que le premier fils du div là puisse avoir la mise en forme. On est bien d'accord? Parce que tous les P là sont des enfants de la div, n'est-ce pas? Ils sont tous des enfants de la div. Maintenant, donc, si je veux appliquer ici, dans ce contexte-là, une mise en forme uniquement sur ce premier P, ce que je peux faire, c'est que je vais faire P, point, et je dis first child. First child. Je pense que c'est comme ça la syntaxe. Voilà. Si je fais ça, je pense que la syntaxe là, child, les choses là sont en anglais. First, j'ai fait quoi? J'ai fait first, non c'est first, premier, first, voilà, first child, voilà, first child. Voilà, donc on peut voir que là, la mise en forme est appliquée. Là, on n'a pas utilisé un ID, mais on peut sélectionner le premier enfant. Mais comment? En utilisant ce qu'on appelle le sélecteur avec 2 points first child. Donc, ça veut dire que je vais sélectionner tout simplement le premier élément. Mais après aussi, il y a ce qu'on appelle le last child. Il y a le last child. Si je fais last child, ce qui va se passer, c'est simple. Ça veut dire que c'est tout simplement le dernier. Donc, first, qui veut dire le premier, et puis last, qui veut dire le dernier élément. Et on a dit que si on ne veut pas définir un ID et qu'on veut sélectionner le premier élément, on peut utiliser cette syntaxe-là. 2 points, first child. Si on veut sélectionner, si on a plusieurs informations et que c'est juste le dernier qu'on veut prendre, on utilise last child. Mais ça veut dire que là, ils sont des enfants dans un parent. On est bien d'accord? Maintenant, si je mets par exemple div comme ça, on va essayer de voir c'est quoi leur parent. Si je mets comme ça, child, et je mets comme ça, on va voir que là,
là, en fonction de body, on voit qu'il y a le premier P, et il y a ce deuxième P, et puis il y a ce troisième P. Mais non, on est toujours dans body, regardez bien. On est dans body. Si je mets ici, par exemple, un H1, et je mets bonjour, et je mets H1. Voilà. Si je fais ça comme ça, ce qui va se passer, c'est quoi? On n'aura pas la mise en forme. Et on essaie de comprendre maintenant pourquoi. Lorsqu'on met first ou bien last cheat, c'est en fonction d'un parent. Mais il faudrait que l'élément là soit vraiment le dernier élément. Alors, ici, j'ai enlevé la div. Ce qui veut dire que le parent, c'est body. On est bien d'accord? Toutes ces informations-là, le parent, c'est body. S'il n'y a pas H1 là, on est bien d'accord? On a bien un dernier fils de body qui est un P. Regardez très bien. On est dans body. Si je laisse ça comme ça, il faut j'en efface là et puis on voit la fin de body. Voilà. Ce sont des enfants de body. On est bien d'accord? Lorsqu'on parle de fils et de first et de last là, c'est en fonction de parents. Maintenant, si on n'a pas de div ainsi de suite, par défaut, le parent c'est body. C'est le parent de tout ce qui se trouve là. Donc, quand je mets comme ça et que je dis P last string, ça veut dire quoi? Je veux prendre le dernier P, qui est le dernier élément, tout simplement, du parent body. Maintenant, si je fais ça comme ça, on aura la mise en forme. Regardez bien. On aura la mise en forme. Mais si j'ajoute un H1, là maintenant, dans body, il n'y a plus le dernier élément qui s'appelle P. Et donc, si vous dites P last string, et qui ne voit pas que le dernier élément ou bien le dernier fils, ce n'est pas P, donc ce qui veut dire qu'on n'aura tout simplement pas la mise en forme. Maintenant, si je viens ici, j'actualise, on n'aura pas la mise en forme. Toutefois, regardez bien, si maintenant je prends ces 3 P et je ramène la div qu'on avait, je mets div comme ça. Ce qui veut dire qu'eux, ils ne sont plus fils de body. Eux, ils sont fils de la div. On est bien d'accord? Ici, on a bien div qui a trois fils. On est bien d'accord? Si je ramène ça, regardez bien, on a la mise en forme. Pourquoi? Parce que le parent n'est plus body. Le parent maintenant c'est div et dans div, lui, on a un dernier P. Ou bien le dernier élément de la div, c'est un P. On est bien d'accord? Donc si on a des informations comme ça et qu'on veut mettre la suite, c'est important de comprendre que c'est en fonction du parent qu'on sélectionne l'élément. Mais ce qui veut dire quoi? Ici, on a un parent qui s'appelle div. Je n'ai pas dit de préciser le parent. Mais là, quand on dit P last child, ça veut dire que on a des P qui sont dans un conteneur. Ça peut être dans le body ou bien dans un autre conteneur. Mais celui qui est le dernier élément du conteneur là, c'est lui qu'on sélectionne. Mais si après lui, il y a autre chose, le P là n'aura, ou bien les P n'auront tout simplement pas de mise en forme. Raison pour laquelle tout à l'heure, quand je mettais 3P et je mets H1 directement, on n'aura pas la mise en forme. Et si on veut même encore, et que je mets ici B, ce que vous allez voir, je mets bonsoir. Qu'est-ce qui va se passer si je mets ici bonsoir? Si je mets bonsoir, est-ce que le P, parce que le dernier P là qu'on veut ajouter, c'est ça. Est-ce que le dernier P aura la mise en forme? Alors on va voir, si j'actualise ici, on voit très bien qu'il n'y a pas un parent qui a comme dernier fils un P. On est bien d'accord? Donc on n'aura tout simplement pas la mise en forme. Et c'est ce qu'on appelle le sélecteur first child et le sélecteur last child. Bon, on va parler juste de ce dernier là. On va parler juste de ce dernier as. Le reste là, on les verra plus tard. Alors, le as ici c'est quoi? On a vu ici qu'on a des balises H2. Non, ici on a dit sélectionne les éléments H2 qui sont immédiatement suivis d'un élément P. Donc si on écrit H2 2.as P, ce qui veut dire qu'on va sélectionner les éléments. Regardons bien ici. On a des H2 qui se trouvent là. On a deux H2. Et on a dit celui qui est immédiatement suivi d'un élément P. On a, voilà, ici, le H2 là, ending, on voit qu'il a la mise en forme. Revenons ici directement dans notre code, c'est beaucoup plus simple. Alors, ici, je vais
prendre le H1 là. Voilà. Donc ici, je vais mettre bonjour avant P. Et ici, je vais mettre bonjour après P. Maintenant, ce qui est là, on dit, si je mets par exemple H1, deux points, et que je dis as, et là, je mets plus P. Et je mets plus P. Le paragraphe là, c'est-à-dire qu'on va avoir le H1 qui est suivi directement d'un élément P. Regardons bien. On a celui-là placé avant P, celui qui est placé après P. Si je fais ça, regardez bien, on va voir c'est quel H1 qui aura la mise en forme. Regardez bien, celui qui est placé avant et il y a celui qui est placé après. Et dans la syntaxe là-bas, on a dit que le H2 qui est placé immédiatement, non, qui est suivi immédiatement d'un P. On est bien d'accord? Donc, on a ce H là qui est suivi immédiatement d'un P. On a dit que quand on fait le sélecteur as là, c'est pour préciser que on veut ajouter une mise en forme sur cet élément, mais que ce n'est pas tous les H1. C'est uniquement les H1 qu'on a écrit et qu'après le H1, on a écrit une balise P. Ce qui veut dire que si je mets une autre balise P ici, et je mets bon, ce qui veut dire que si je viens, on va avoir une mise en forme, qui sera appliquée sur lui. Donc, à partir du moment où le H1 est suivi d'une balise P, il aura tout simplement la mise en forme. Mais si le H1 n'est pas suivi d'une balise P, comme par exemple, je peux sortir même ici de la div et j'écris un autre H1 et je dis non suivi. On va voir qu'avec as, le dernier H1 n'aura tout simplement pas la mise en forme. Donc le sélecteur as permet de sélectionner une information qui est placée avant celui qui se trouve tout simplement dans la parenthèse. Maintenant, si dans la parenthèse là, ou bien l'élément là n'est pas placé directement avant cet élément, on n'aura pas. Raison pour laquelle, lorsqu'on écrit H1, et comme il n'y a pas de P directement devant, il n'y a pas de mise en forme. Les deux H1 qui sont suivis de P, les deux auront tout simplement la mise en forme. Et donc jusque-là, voici les sélecteurs de base qu'il faut savoir. Et je vous ai dit qu'il y a plusieurs sélecteurs. Si on essaie de faire un cours, on peut faire 3 heures pour parler uniquement des sélecteurs. Mais comprenez bien que les sélecteurs, c'est la base. Si on n'arrive pas à sélectionner des choses, on ne pourra pas faire les mises en forme proprement dit. Et donc, votre rôle, ce n'est pas seulement de pouvoir faire des choses pour que ça marche. Si je vous montre les sélecteurs là, plus tard, lorsque vous travaillez dans des projets, des gens qui sont professionnels vont utiliser ces sélecteurs là. Maintenant, vous devez être en mesure de comprendre ce qu'ils ont fait. Parce qu'il y a des projets, c'est vous qui commencez les projets. Mais il y a des projets, ce n'est pas vous forcément qui commencez. Vous venez, vous avez un projet et vous devez apporter des modifications. Et ceux qui font du CSS, si vous ne maîtrisez pas les sélecteurs, vous ne pouvez pas travailler sur un code front-end. C'est très important de comprendre toutes ces choses-là. Même si vous, lorsque c'est votre projet que vous créez, vous n'allez pas utiliser tous ces sélecteurs-là. Mais cela ne veut pas dire que si c'est une autre personne qui code, il va utiliser forcément les mêmes sélecteurs que vous. C'est la raison pour laquelle vous devez comprendre comment les sélecteurs fonctionnent, même si vous n'allez pas les utiliser, tous ces sélecteurs. Et nous, en général, on va utiliser quelques-uns, peut-être 5, 6, 7, parmi tout ce qu'on a vu là. Dans le cours qui va suivre, on va faire l'utilisation que des 5 ou bien des 6 premiers que nous, on a vu ensemble. Mais ça, ce sont des choses vraiment intéressantes qu'il faut comprendre. Alors, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va rentrer maintenant dans ce qu'on appelle les attributs proprement dits. Puisque nous, on a vu que 2. On a vu comment on peut modifier la couleur. Color, ça devient maintenant une habitude pour nous. On maîtrise ce que c'est que color. Et on a vu ici tout à l'heure font size. Font size qui permettait d'augmenter la taille d'un texte.
Parce que mettre en forme, cibler la chose, oui, c'est l'étape de base. Mais une fois qu'on a ciblé, ce qui suit, c'est appliquer maintenant le style, la mise en forme. Et donc, il faudrait qu'on sache quelles sont les propriétés. Quelles propriétés pour faire quoi? Color pour la couleur. Quelle couleur? Couleur de texte. Font size pour la taille. Quelle taille? Taille de sexe. De texte, du moins. Et lorsque je parle après d'une autre propriété, ça permet de faire quoi? On le verra tout simplement. Jusque-là, c'est bon? Oui. Oui. Par exemple, je peux l'appliquer sur une seule partie. D'abord, si je veux, je peux l'appliquer même sur le premier caractère du texte. Si je veux, je peux appliquer sur une seule partie du texte aussi. Prenons un exemple. Prenons un exemple. Concrètement dit, on veut manipuler ce texte-là. On est bien d'accord? Maintenant, toi, tu veux faire la mise en forme sur quoi? Donc, ce texte-là. Le texte que j'ai souligné, Bonne et heureuse année 2025-3. C'est un texte, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout le texte. Nous, on veut prendre une partie. Donne-moi une partie de ce texte-là que tu veux ajouter. Tu veux modifier la couleur. 2025. On est bien d'accord? Regardez bien. On a un groupe de textes. Et nous, on veut modifier juste la couleur d'un groupe de textes. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de quelque chose, mais on n'a pas peut-être pris ou bien prêté attention. Parmi toutes les balises qu'on a utilisées là, lorsqu'on manipule des textes, en général, si on veut cibler un texte parmi des textes, on peut utiliser ce qu'on appelle la balise span. Je vais bien. Si on a plusieurs textes, beaucoup de phrases, et qu'on veut cibler une partie de texte parmi ces textes-là, c'est préférable d'utiliser la balise span parce que c'est son rôle d'être en mesure de cibler une partie de texte. C'est bon? Ça veut dire quoi? Le 2025, là, lorsque vous mettez span, dans le résultat, ça ne change rien du tout. Regardez bien. Ici, le 2025, là, si je l'enroule de la balise span comme ça, voilà. Si je l'enroule de la balise span, dans la présentation ici, ça ne change rien du tout. On voit le texte, parce que span, ce n'est pas comme si ça mettait en gras ou bien ça modifiait la police ou bien ça ne modifiait rien du tout. Mais ça nous permet tout simplement de cibler le texte. On est bien d'accord. Là, maintenant, le texte, il est bien ciblé. Maintenant, il faudrait maintenant appliquer la mise en forme sur le span. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, si je fais maintenant, comme ici, j'ai une seule span, je peux me permettre de faire juste span. Maintenant, après, s'il y a plusieurs spans, je peux préciser le span que je veux modifier. Ici, là, dans ce texte-là, dans cette feuille-là, feuille de HTML, on n'a qu'une seule balise span. Donc, je peux me permettre de faire ici span. Je peux me le permettre. Si je le fais maintenant, regarde bien ce qui se passe, c'est que uniquement le texte 2025 a la couleur bleue. On est bien d'accord? Uniquement. Donc, pour cibler des textes ou bien un texte parmi un étendu, c'est préférable d'utiliser en HTML la balise d'abord span. Vous encadrez le texte. Ça ne va pas modifier le résultat. Maintenant, après, vous appliquez le style sur ce span du texte-là. Et donc, le texte ciblé aura tout simplement la mise en forme. Mais après aussi, on peut changer, par exemple, la première lettre d'un texte en disant qu'on veut changer la couleur ou faire quelque chose avec ça. Il y a ce qu'on appelle le first letter. Maintenant, dorénavant, c'est-à-dire le cours prochain, on va utiliser ce qu'on appelle un autre logiciel. Parce que ce logiciel-là, avec du CSS, on va tellement galérer avec. Dorénavant, on va utiliser un autre éditeur. Mais nous, on avait appris ça, on avait utilisé ça pour mieux ouvrir nos balises et mieux les faire. C'est important de commencer par des choses plus dures. Donc, après, vous allez installer le Visual Studio Code. Si j'oublie à la fin du cours, tu me le rappelles, je le mets au tableau. Alors, ici, le premier paragraphe là, j'ai combien de H1? Je vais mettre un H quelque part, un H3, et je vais mettre Justify. Voilà, voyons voir comment est-ce qu'il affiche. Voilà, le texte, il est là, Justify.
Maintenant, regardons bien ce qui se passe. Alors, normalement, je pense que c'est ça l'écriture. Parce que l'anglais là aussi, c'est pas facile. Donc, H3-first letter. Voilà. Voilà. Donc, regarde bien ce qui se passe là. Là, je ne me suis pas trompé de l'écriture. Regarde bien. Donc, lorsque tu as un texte là, tu peux même cibler le premier caractère du texte. Comme ça. Mais non. Ce que j'ai montré avec span, c'est-à-dire que si tu veux cibler un mot ou bien autre chose, mais une partie du texte, là, tu es obligé d'utiliser span. Mais ici, par exemple, tu peux utiliser juste le first. Qu'est-ce que j'ai dit? First, quoi. Voilà, first letter pour récupérer le premier caractère. Et tu peux faire tout ce que tu veux, hein, la mise en forme. Ici, j'ai juste changé la couleur. Là, tu peux faire tout ce que tu veux avec ça. Maintenant, là, c'est parce que j'ai mis H1, H3. Et comme il y a un seul H3, donc c'est juste ce texte-là. Maintenant, si je mets P, ici, on a plusieurs P. On est bien d'accord? Logiquement, qu'est-ce qui va se passer? Si je mets P pour un first letter, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les lettres de P. Toutes les lettres de P. Tous les premiers. Premiers quoi? Voilà, regardez bien. Tous les P qui sont dans nos pages, les premiers caractères. On est bien d'accord? Auront tout simplement la mise en forme. Mais bon, ça, j'ai bien dit que ça, c'est pas cibler un texte. Là, on a juste pris le premier caractère. Si tu veux cibler un texte, tu es obligé d'utiliser le span. C'est bon? Parfait. Voilà donc, pour le moment, on a juste vu deux attributs, color et font size. Maintenant, ce que peut-être vous n'avez pas suivi, quand je mets font size, je mets font size, j'ai mis par exemple, voilà, une valeur, j'ai mis 40, oui, 40 c'était un peu plus grand, je vais mettre 30 pixels. Il faut savoir que le pixel là, c'est une unité de mesure. Lorsqu'on veut mesurer la grandeur, la taille de certaines choses, il y a des unités. Il y a ce qu'on appelle, il y a des pixels, il y a des REM, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais en général, nous, on va utiliser des pixels. On est bien d'accord? C'est des unités de mesure. Alors, dans le cours, si vous lisez bien, normalement, vous devez voir ces choses-là. Voilà, donc ici, j'ai bien augmenté la taille. Et donc, j'ai dit quoi? Ce n'est pas obligé d'utiliser forcément des pixels. Il y a d'autres unités de mesure. Si vous ouvrez le premier cours de C6 que je vous ai envoyé, vous allez voir que j'ai montré là-bas ce qu'on appelle les unités. C'est les choses que je vous ai dit tout à l'heure là. Mais non, pour aujourd'hui, on va utiliser des pixels. Alors, maintenant, nous, on va essayer de comprendre pourquoi, lorsqu'on met un P et qu'on place une information, l'information est placée automatiquement à la ligne. Regardez très bien. Je vais effacer ça. Voilà. Donc, notre premier paragraphe, à bonne et heureuse année. On n'a pas mis BR. Suivez bien, on n'a pas mis BR. Mais le deuxième paragraphe se place automatiquement à la ligne. Pourtant, il y a de l'espace. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Regardez bien, le code, il est là. On a mis un paragraphe, je vais effacer les attributs longs là. Voilà. Voilà. Donc, regardez bien, ici, on a des paragraphes. Mais ici, on a un paragraphe qui est bonne et heureuse. Et ici, on a un autre paragraphe qui est bonne et heureuse année 2025. Normalement, ces deux textes-là pouvaient s'écrire sur une seule ligne. On n'a pas écrit BR après le premier P. Mais ce qu'on constate, c'est qu'après avoir écrit bonne et heureuse, le bonne et heureuse année 2025 est placé automatiquement dans la ligne. On va essayer de comprendre comment est-ce que c'est possible. Pour faire cela, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va juste afficher pour ce paragraphe-là la couleur d'arrière-plan pour voir quel espace il occupe sur la page HTML. On va afficher la couleur d'arrière-plan. Tout à l'heure, on manipulait la couleur de texte, color. Maintenant, si on veut changer la couleur d'arrière-plan, il y a ce qu'on appelle le background color. Alors, regardez bien ici, background color. Et je dois cibler celui-là, le premier P. Maintenant, comme il n'y a pas plusieurs choses, je peux passer, si je veux, je définis un ID,
Si je veux, je passe par le P, deux points, first treat. Regardez bien déjà, lorsqu'on dit P, point, first treat, normalement, c'est bien ce P-là qui est à la mise en forme. On est bien d'accord parce que c'est le premier élément d'un parent. Il est où? Ici, c'est le premier élément d'un parent, c'est-à-dire le parent qui est if. On est bien d'accord? Par contre, le dernier élément du parent, oui, il y a un dernier élément P. Mais bon, nous, on veut manipuler uniquement celui-là. Donc, je passe par le P.first. Si vous ne voulez pas faire P.first, créez un ID sur le P ou bien une classe si vous voulez. Et puis après, vous ciblez sur une ID ou bien la classe. Maintenant, ok, là, je cible l'information. Moi, ce que j'aimerais, c'est de voir quel espace celui-là occupe à ce niveau-là. Alors, pour cela, je vais préférer ajouter une couleur d'arrière-plan, mais une couleur d'arrière-plan qui sera noire. Alors, noir, ça veut dire black en anglais. Mais j'ai dit, la propriété, c'est background color qui permet de modifier la couleur d'arrière-plan. Si je mets ici, background, il me le propose ici, parce que je l'ai déjà fait, color, et que je mets comme valeur black, ça veut dire que tu me changes la couleur d'arrière-plan en noir. Color, ça veut dire que tu me changes la couleur de texte en bleu. Background color, ça veut dire que tu me changes la couleur d'arrière-plan de l'information en noir. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui va se passer ici? Regardez bien. C'est vrai que le texte s'arrête là, mais il nous dit qu'en fait, le P, il est prédéfini pour occuper toute la ligne. Ce qui fait que lorsqu'on ajoute une autre information, l'information est placée automatiquement à la ligne suivante. Automatiquement. Regardez bien, la couleur d'arrière-plan nous permet de savoir quel espace, tout simplement, une information occupe sur la page. Comment on définit ces background color? Tout ce qui est arrière-plan, c'est background. Tout ce qui est arrière-plan, c'est background. Mais background color, c'est pour changer la couleur d'arrière-plan. Après, on verra, il y a ce qu'on appelle background image pour changer l'image d'arrière-plan. Background quelque chose pour changer la chose d'arrière-plan. Donc, background color pour changer la couleur d'arrière-plan. Mais nous, on veut changer la couleur d'arrière-plan du P là. On a dit background color, deux points, et on veut quelle couleur? On dit black. Ça veut dire qu'il lui donne une couleur d'arrière-plan qui est noire. Et il lui donne une couleur d'arrière-plan qui est noire. Et là, on sait maintenant pourquoi est-ce que Bonne et heureuse année 2025-3 est placé à la ligne suivante. Parce que Bonne et heureuse année, le premier P, occupe déjà l'entièreté de la ligne. Donc, comprenez qu'il y a des balises comme ça. Des H1, des H2, des H3, des P sont définis pour occuper l'entièreté de la ligne. Ce qui fait que si vous placez un autre élément ou bien une autre balise, la balise est placée automatiquement à la ligne suivante. Mais avec le C6, c'est mieux de le voir et c'est plus simple de le voir comme ça. Lorsque vous mettez background color, vous voyez exactement quel espace occupe l'information. Ainsi, après, plus tard, vous pouvez décider même de réduire l'espace. C'est possible plus tard, mais ce n'est pas le coup d'aujourd'hui. Plus tard, ça serait possible même de réduire l'espace que le H occupe. Mais par défaut, et l'espace que le P occupe. Par défaut, il occupe toute la ligne. On va mettre une balise B et on va voir la différence entre une balise B et une balise P. Regardez bien. On sait qu'une balise B, si je mets ici, avant le P, une balise, je ne vais pas mettre avant, mais je vais mettre après le P, je vais mettre une balise B. Je vais dire texte avec balise B. Et là, je vais mettre une balise strong et je dis texte. Texte, il y a E ou bien c'est sans E? C'est sans E, non? Avec balise strong. Ok. On va voir le comportement de ces balises-là. Ici, c'est sans E. Balise B. Voilà. Regardez bien le comportement de ces deux textes. Ce qui est là, c'est qu'on voit et texte avec balise B et texte avec balise strong se trouvent sur la même ligne. Pourtant, c'est deux balises différentes. Mais j'ai bien écrit la balise B, je l'ai fermée. Après, j'ai écrit la balise strong, je l'ai fermée. Mais, est-ce que après avoir écrit le texte là, sur la page là-bas, il a fait un retour à la ligne? Non.
il a pris le texte qui suit là, il a placé sur la même ligne que lui. On est bien d'accord? Maintenant, pour pouvoir comprendre aussi comment ça fonctionne, si on peut juste définir une couleur d'arrière-plan pour voir quelle partie de page le B, par exemple, occupe, ou bien quelle partie de page le strong occupe. Je vais prendre le strong là. Comme il n'y a qu'une seule balise strong, je vais voir le background color du strong. On va voir le background color de ce strong là. On va voir quel espace lui il occupe. Je vais mettre background color. Je vais mettre aussi, je vais mettre quoi? Je vais mettre green. Green, ça veut dire vert. Green veut dire vert. Voilà. Regardez bien. Regardez bien la couleur d'arrière-plan du strong. Et la couleur d'arrière-plan nous permet de comprendre maintenant que voilà, ce n'est pas toutes les informations qui vont occuper l'entièreté de la ligne, mais qu'il y a des informations qui vont occuper l'entièreté de la ligne, ce qui fait que si on ajoute d'autres informations, ces informations sont placées automatiquement à la ligne suivante. Voilà, donc avec background color, on pourra maintenant savoir pourquoi est-ce que lorsqu'on place des informations, d'autres sont placées automatiquement à la ligne. Et lorsqu'on place les informations, ils sont placés sur la même ligne. Tout simplement parce que, par défaut, chaque balise a une mise en forme de base. Comme lorsqu'on met H1 avec des gros textes, ainsi de suite, il y a des mises en forme par défaut. Et la taille ou bien l'espace qu'occupe l'information aussi, par défaut, ça existe. Comme ici, en mettant la couleur d'arrière-plan, on peut voir quel espace par défaut un P utilise. Et lorsqu'on met aussi pour un strong, on voit l'espace. Il n'occupe pas toute la ligne. On est bien d'accord? Donc pour l'instant, vous pouvez après utiliser des background color pour voir combien ou bien quel espace que un élément utilise. Mais non, en tout, ça fait au moins 3 attributs que nous on vient de voir. 3 propriétés. Color qui permet de modifier la couleur du texte. Quand vous mettez color, 2 points, vous mettez la valeur, mais en anglais. Mais on verra plus tard qu'il y a une autre manière de mettre la valeur. Oui. La balise B. P, oui. Par défaut, il occupe toute la ligne. Même si je mettais juste bonne et j'enlève le heureuse et là. Même si c'est juste bonne qui se trouve là, par défaut, il occupe toute la ligne. Par défaut. Même si c'est seulement un caractère que tu as mis, il occupe toute la ligne. Donc tout ce que tu vas placer après se met à la ligne suivante. C'est bon? Maintenant, j'ai dit que plus tard, on sera en mesure de traiter les tailles des éléments. Pour le moment, on n'a pas encore vu quel attribut permet de modifier la taille, que ce soit sur la largeur ou bien sur la hauteur. On est bien d'accord? Mais on a des attributs qui permettent de réduire un peu plus tard les tailles, augmenter et réduire. Par défaut, c'est comme ça. Mais après, les informations ne seront pas bien présentées. Et plus tard, on verra maintenant comment on peut réduire cette taille pour que les autres informations puissent les ramener au même niveau. Ça aussi, c'est possible. Et ce n'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui. Mais c'est possible, c'est bon? D'autres questions? Avec les 3 attributs-là. Pour les sélecteurs, ça va venir avec les pratiques. Les sélecteurs. Ceux que vous devez maîtriser, c'est sélecteur étoile pour l'instant, sélecteur ID, sélecteur classe, sélecteur sur le nom de balise. Là, pour les autres, avec la pratique, vous devez maîtriser ces choses-là. Mais le plus important, c'est après maintenant, ces attributs qui nous permettent de pouvoir vraiment modifier le style. Comme nous, on a vu 3. Background color, la couleur d'arrière-plan, font size, la taille du texte, et puis la couleur qu'on appelle color, la couleur du texte, la couleur de l'information. Donc, ce sont des choses que nous, on va apprendre. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui? C'était pas un attribut. On avait fait un sélecteur sur first letter. Alors, pour le faire, regarde, supposons qu'on a ce H3 là et que nous, on veut récupérer le premier caractère. On va mettre le nom, c'est-à-dire l'information qu'on sélectionne. On pouvait mettre une classe, mais comme ici, il n'y a pas de classe, il n'y a pas de ID, on passe directement par le nom de la balise. S'il y avait 3 H3, tout ce qu'on fera là sera appliqué sur les 3 H3. Mais si on veut sélectionner un H3 précisément, tu mets un ID
et puis tu sélectionnes en mettant le nom d'abord, le sélecteur de l'ID, et puis 2 points, first letter. Mais non, on va d'abord faire ici. 2 points, j'ai bien mis H3, 2 points, first, F-I-S, voilà, letter c'est avec 2, voilà. Voilà, c'est ça le sélecteur, pour permettre de récupérer le premier caractère du texte. Et maintenant, tu appliques la mise en forme. Par exemple, ici, je vais mettre color et je mets red. Ça fait 4 valeurs. Hein. On a utilisé black, noir, blue, bleu, green, les couleurs comme valeur. Green veut dire vert et puis red veut dire rouge. Donc ces valeurs-là, c'est... Voilà, donc ici par exemple, rouge, red, ça veut dire couleur rouge. Donc j'ai changé le premier caractère en couleur rouge. C'est bon? Voilà, c'est comme ça que tu sélectionnes le premier caractère d'un élément. Est-ce qu'il y a des questions? Hein? Est-ce qu'il y a des questions? Non? S'il n'y a pas de questions, on va prendre une pause. Et lorsqu'on va revenir, vous allez pratiquer un peu. Et lorsque vous allez pratiquer, je vais voir un peu. Et en fonction de ce que vous faites là, on va voir si on peut avancer. On est bien d'accord. Donc, on va prendre une pause et on revient ici à 0, 0. On revient à 0, 0. Ça fait 15 minutes.